Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Une antenne qui vous laisse libre d'y exprimer vos témoignages et vos histoires de vie pour y trouver des réponses. Et ce soir, je réponds justement à une question de Sabine posée sur Facebook. Une vaste et difficile question, celle du pardon. Peut-on tout pardonner, même l'impardonnable, la pire des trahisons ? Interroge Sabine. Eh bien, ne pas pardonner constitue un puissant frein qui nous retient dans le passé et nous empêche de lâcher prise. La rancune et le ressentiment accréditent l'idée que l'autre n'aurait pas dû dire, faire, agir comme il l'a fait. Et puisqu'il n'en est ainsi, il est impossible de modifier le regard que l'on porte sur la situation et de poursuivre la relation avec l'autre. Alors combien de situations familiales tendues pendant de longues années se bloquent-elles à l'occasion d'une phrase malheureuse censée résumer à elle seule les mauvaises intentions cachées de l'un ou de l'autre ? Bien sûr, il nous arrive d'être profondément blessés par les paroles ou le comportement d'autrui, mais il nous incombe de comprendre ce qui est touché en nous. Pourquoi c'est inacceptable ? Qu'est-ce que l'autre a trahi de nous-mêmes ? Si en effet on pense ne pas mériter mépris, insulte ou trahison, il convient de lâcher prise et si le dialogue est encore possible, alors d'interroger l'autre sur ce qu'il a perçu de la situation. Et si en revanche nous avons quelque chose à nous reprocher, admettre notre erreur engage vers un lien encore plus profond et un dialogue fécond. Nous pouvons alors accepter plus volontiers la réaction de l'autre et apprendre ensemble de ce qui s'est produit. Apprendre à accepter et pardonner, c'est se souvenir que dans nos relations entre en jeu une multitude de croyances héritées du passé, de perceptions enracinées. C'est également se rappeler que chacun parle d'où il est et d'où il vit, sans chercher à comprendre ce qui se passe au niveau de la relation. Le ressentiment empêche d'agir dans le présent et de tenir compte de la réalité. Donc pardonner, c'est se libérer du passé. C'est aussi le moyen de corriger nos erreurs de perception en nous libérant de nos rancunes et de nos remords à l'égard des autres. Par le pardon, nous devenons libres d'embrasser le présent sans éprouver le besoin de rejouer le passé. Par le pardon, nous pouvons mettre un terme au cycle sans fin de la culpabilité ou de la haine et voir les autres ainsi que nous-mêmes avec un regard d'amour. Et de même que la paix intérieure est notre but, le pardon est notre seul outil qui nous délivre. Allez, je vous en dirai plus demain à ce sujet, mais pour l'heure, place à vos témoignages dans lesquels le pardon peut être une des clés de votre liberté. Quentin et Corentin sont là, fidèles au poste, pour recevoir vos appels au 39 21 et c'est Julien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne, vous le savez, par SMS, en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bienvenue. Sophie. Merci de me prendre. Oui, vous êtes très émue, hein ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie ? Oui. Oui. Alors, je voulais dire déjà que la publicité que je viens d'entendre concernant les femmes qui peuvent avoir des relations extra-conjugales, je trouve ça horrible. Oui, Marie, j'entends et on a reçu... Ça, c'est autre chose, c'est pas vous, ça. Oui, ben voilà, on a reçu beaucoup de messages. On les a fait remonter, mais voilà. Ouais. Je trouve ça scandaleux, mais bon. J'entends. Bon, c'est pas pour ça, de toute façon, que je vous appelais. Oui. C'était au sujet de mon fils. Oui. J'ai 2 enfants, hein, j'ai 67 ans. Oui. J'écoute votre émission tous les soirs et vraiment, je la trouve... Bon, vous y trouvez du réconfort pour vous. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et oui, parce que j'entends beaucoup de gens qui ont peut-être aussi les mêmes problèmes que moi. Oui.
C'est vrai. Là, j'appelais parce que j'ai un gros souci, vraiment avec mon fils, Oui. qui est épileptique Oui. et alcoolique. Oh, les deux vont pas ensemble avec les traitements. Exactement. C'est bien pour ça qu'il est à l'hôpital, là. Mais mon fils ne pense qu'à son père. C'est-à-dire Et c'est normal parce que moi, je ne me suis jamais remariée. Et je pense qu'il a besoin, et il aurait besoin effectivement d'un homme à qui parler. Il a 44 ans. Oui. Son père est mort quand lui, il avait 20 ans. Oui. Son père me trompait, enfin bon. Donc on s'était quittés. Je suis partie au bout de 7 ans. J'avais ma fille de 4 mois sous le bras et mon fils à la main. Oui. Je ne supportais plus cette situation. Je suis partie avec mes enfants. J'ai pris toutes mes responsabilités parce que mes enfants, c'était la prunelle de mes yeux. Voilà. Mais mon fils, alors, tant qu'il était à l'école, jeune, quoi, bon, ça n'a pas posé trop de problèmes parce que il voyait son père tous les 15 jours. Et donc, on s'était mis d'accord parce que moi, pour mes enfants, effectivement, j'aurais tout fait et ils avaient besoin de voir leur père. Donc, ils ont vécu pendant plusieurs années, tous les 15 jours, ils voyaient leur père pour le week-end, et puis voilà. Bon. Seulement leur père étant décédé, il s'est tué en moto. Ah oui, plus d'une façon dramatique, hein, brutalement. Ouais. Voilà. Pour les voilà. enfants. Voilà. Et surtout qu'on n'a pas, il n'a pas pu le voir dans son cercueil. Et ça, je vous dis, ça fait 20 ans, mais il m'en parle encore. Et il n'a pas pu parce que je pense qu'il était complètement défiguré par son accident et que personne ne voulait que les enfants le voient. Oui, je comprends. Et vous pensez que parce qu'il l'a pas vu, il n'a pas pu faire son deuil ? Voilà. Non. Marie, là vous me dites que votre fils, il est épileptique depuis de quel âge ? Oh il est épileptique depuis 20 ans, quoi. C'est-à-dire à ce moment-là ? Ça s'est déclenché à ce moment-là, ces crises d'épilepsie ? Peut-être, je sais pas, je me suis pas posé la question. Vous vous souvenez plus. Et l'alcoolisme, ça date de quand ? L'alcoolisme, alors c'est comme son père. Et là, c'est vraiment, son père était alcoolique. Et il s'est tué en moto parce qu'il était sous alcool ? Voilà. Et votre fils s'alcoolise depuis combien d'années ? Attendez, il a 44 ans, ça fait au moins 24 ans. Et mais il a des traitements contre l'épilepsie. Alors oui, mais il les prend pas tout le temps. Donc là, c'est pour ça qu'il l'a pas pris, et c'est pour ça que il a fait une crise hier. Il était parti, je sais pas avec qui, parce que bon, moi, à 44 ans, je le surveille quand même pas, et il vit toujours avec moi. Il vit avec vous. Mais bon, je vais pas le suivre tous les jours, hein. Et ne le voyant pas rentrer, j'ai appelé les urgences. On m'a dit oui, il est chez nous, voilà. Bon. J'ai une question, Marie. Oui. Pourquoi ou qu'est-ce qui fait que votre fils est pas suivi par un thérapeute, voire un psychiatre ? Il ne veut pas. Et vous pouvez, puisque vous avez une autorité parentale sur lui. Oui, alors là, je vais faire. Il est déclaré handicapé, Oui, alors, je l'ai fait suivre pendant... Il a été pendant 3 ans dans des centres,
justement de psy. Oui. Il a été aussi dans des centres pour l'alcoolisme. 3 ans de suite, pendant un mois. Donc là, j'ai demandé, quand j'ai été à l'hôpital le voir, j'ai demandé au médecin de le faire envoyer, mais pour 6 mois, parce que... Et puis qu'il voit un psy, parce qu'il a vraiment besoin de voir un psy. Ça, c'est clair. C'est Oui, clair. bien sûr. Bien sûr, parce que le cocktail voilà, est d'une part complètement explosif sur le plan physique, donc Ah bah, tout à fait. excessivement grave. Tout à fait. Hein, et donc, il peut faire une intoxication alcoolique aiguë ou chronique. Hein. Oui. Mm. Alors, il me dit, quand je suis mal, je bois. C'est pas ça qu'il m'a dit. Non, c'est pas tout à fait ça ce qu'il m'a dit. Oui. Oui, c'est ça. Quand je suis mal, je bois et comme ça, je suis mieux. Alors, je lui dis, ben oui, mais il y a toujours une bonne raison. On trouve toujours une bonne raison pour boire. Surtout que, enfin, souvent ça peut être lié parce que, effectivement, lors d'un sevrage alcoolique chez des personnes dépendantes, il peut faire une crise d'épilepsie, vous voyez, qui rappelle au corps qu'il en manque. Donc les deux syndromes peuvent être liés. Tout à fait. Alors, et le fait d'être allé, donc d'avoir suivi des épisodes de thérapie, ça l'a pas aidé, il n'a pas trouvé un mieux. La première fois, oui. La première fois, oui, parce qu'il est parti dans les Pyrénées, à Val Thorens. Donc, pour là, une cure de sevrage, hein, pour un sevrage alcoolique. Complètement. Oui. Et là, il est revenu, mais très très bien. Mais vraiment, super. Et après, depuis 3 ans, je crois, ouais, ça fait 3 ans, ça a changé. On ne peut plus rester que dans l'Île-de-France, ou c'est-à-dire que pour certaines maladies, on ne peut plus aller ailleurs qu'en province. Il faut rester dans la région, c'est-à-dire si en Normandie, c'est en Normandie, si en Île-de-France, c'est Île-de-France. Est-ce qu'il a d'autres maladies que celle-là, que ce que vous me décrivez? Bah alors, il est épileptique et alcoolique. Oui. Et donc, il est allé en centre pour les deux, mais dans les Yvelines. Oui. Et ça n'a pas marché. En fait, j'y suis allée effectivement plusieurs fois, puisque j'allais le voir. Et je me suis aperçue que le psy qui voyait, ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'allait pas? Ils ne s'entendaient pas. Ah, et oui. vous savez très bien que... Oui, s'il n'y a pas d'alliance, s'il n'y a pas oui, vous avez raison. contact avec un psy, c'est même pas la peine. Non, il c'est faut même changer. pas. Oui. Et là, il ne pouvait pas en changer. Donc, il y était allé 3 fois, mais il est ressorti. La première chose qu'il a fait quand il est sorti, il m'a dit, je vais acheter des cigarettes. Et il a bu. Oui. Donc en fait, il compense parce que souvent, l'épilepsie et l'alcool peuvent être liés entre eux. L'alcoolisme chronique peut déclencher de l'épilepsie. C'est peut-être pour ça que vous savez pas à quelle date, il a commencé. Il a dû d'abord, j'imagine, être alcoolique avant d'être épileptique. Et il a jamais travaillé? Alors si, il a travaillé, bien sûr. Et tant qu'il travaillait, tout allait bien. Mais par contre, il a été licencié parce qu'il buvait. Qu'est-ce qu'il comprend? Parce que c'est vous qui faites le lien avec la mort de son papa, ou lui en parle. Et quand il a été suivi en psy, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a pu comprendre de son histoire, ou quelle décision il a prise à ce moment-là? Moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit de toute son histoire. Oui. Parce que c'est quand même l'aîné de mes 2 enfants. Donc, il a bien connu son père, pas de problème. Et il a bien vu comment il vivait. Il a connu sa maîtresse, parce que
Mon mari a voulu refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Bon, pas de problème. Et donc, il y allait tous les 15 jours, passer le week-end. Ouais. Donc, il connaissait très bien l'ami de son père, et il voyait bien son père avec. Donc, moi, si vous voulez, moi, je lui disais pas de mal de son père. Ça, c'est une question privée entre nous deux. Bien sûr. Et les enfants n'ont pas à en subir les conséquences. Donc, pour moi, ce qui était important, c'est qu'il voit son père heureux, et après qu'il rentre à la maison et qu'il soit heureux. Et à l'époque, quand il était adolescent, vous sentiez que c'était un enfant bien dans sa peau ou non. D'accord, donc ça remonte à beaucoup plus loin. Voilà. Son mal-être. Non, adolescent, il n'était pas bien. Il a vu son père s'alcooliser, j'imagine, adolescent. Tout à fait. Donc vous pensez que, en fait, à travers l'alcool, il va rejoindre son père. Il rejoint son père. C'est le lien. C'est ce qui le maintient. Il ne parle que de son père. De son père. Donc en fait, il ne peut pas se soigner parce que se soigner ferait mourir son père à l'intérieur de lui. Voilà. Voilà. Son père reste vivant pour lui tant qu'il est en lien au travers de l'alcool. Et ne plus boire, serait le constat définitif que son père est décédé. Voilà. Et je lui dis souvent, parce qu'on discute quand même, parce que j'essaie de... Il ne parle pas beaucoup, hein. Il ne parle pas beaucoup, il est très très introverti. Et oui, il est dans son monde. J'essaie de parler avec lui, et je lui ai dit, tu sais, ton père serait malheureux de te voir comme ça. Oui, c'est bien que vous lui ayez dit ça, parce que j'allais vous dire, vous êtes la personne la moins bien placée pour effectivement l'aspect soin, mais par contre très bien placée pour lui dire ça. Et alors, il vous a dit quelque chose quand vous lui avez dit ça? Alors non, il ne répond pas. Là, il ne répond pas. Oui, mais alors, attention, enfin, voilà. Je comprends ce que vous voulez dire, simplement, c'est à nuancer dans le sens où dans l'alcoolisme, il y a beaucoup de honte qui vient se nicher dans l'alcoolisme. Ah, mais il a honte. Voilà. Il a honte. Et du coup, en lui disant ça, vous lui faites aussi honte, d'une certaine manière. D'accord. Mais oui, c'est le j'allais dire, c'est l'autre versant de ce que vous dites, c'est que d'un côté, oui, son père serait triste et désolé de le voir se mettre dans cet état-là. Peut-être que vous pourriez être un peu plus précise, parce que là, en disant ça, forcément, ça lui a fait un peu honte, ça le renvoie à son alcoolisme, à son comportement. Peut-être de lui dire, tu sais, tu n'as pas besoin d'alcool pour rester en lien avec ton père. Mais ça, je lui ai dit déjà. Oui. Ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux faire plaisir à ton père, qui n'est peut-être plus là, mais qui te voit de toute façon, et qui t'entend, si tu veux lui faire plaisir, alors arrête. Tu n'as pas besoin de boire. Oui, mais il a du mal à vous écouter. Est-ce que, Marie, vous pourriez voir avec lui de reprendre une thérapie qui choisisse de lui-même, qu'il envoie plusieurs, vous êtes en Île-de-France, c'est pas ça qui manque, un thérapeute plutôt homme pour un transfert, c'est-à-dire une figure paternelle. Vous voyez, c'est bizarre parce que lui, il ne veut voir qu'une thérapie de femme. Non. Oui, parce qu'il a peur de remplacer le père, il est toujours dans son inquiétude. Voilà. Alors, oui. Ah, d'accord. Oui, ce qu'il veut pas, c'est faire mourir son père. Hein. Il ne peut pas traverser, supporter la perte de son père. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs, Olivier le patrouilleur, qui dit: ce jeune homme ne cherche-t-il pas à se rapprocher de ce père défunt à travers cet alcoolisme? Oui, bien sûr. Et surtout, il veut une figure de femme en tant que thérapeute, parce que la figure du thérapeute homme serait la figure du père. Il y aurait un transfert, et il veut pas, il aurait l'impression d'être infidèle ou déloyal à son père. Or, pourtant, c'est ça qui pourrait le soigner. Mais un transfert qui lui permette justement de comprendre non seulement qu'il ne perdra pas son père, mais de se réapproprier à l'intérieur de lui la figure du père qu'il a eu petit garçon, c'est-à-dire sûrement d'un père très aimant,
et en tout cas d'un père très aimé, et qui puisse aimer son père même alcoolique sans être lui-même alcoolique. Mais pour ça, parce que ça va être un peu compliqué pour vous, alors vous me dites là il est à l'hôpital, c'est ça, en ce moment? Oui. D'accord. Et donc vous avez affaire à l'équipe médicale? Oui. Et alors, est-ce que ce serait transité par l'équipe médicale pour lui faire passer ce message-là? Oui, est-ce qu'il y a... moi, ça je peux. Voilà. Je vais répondre demain, donc ça je peux. Et il se sera peut-être plus entendu que de votre part. Mais ce que vous me dites là, j'y ai pensé déjà. J'y avais déjà pensé. Et on avait un médecin de famille qui est parti un petit peu plus loin. Avec qui ça se passait très bien. Oui. Et je voulais effectivement, déjà moi, le médecin qui est à côté de chez moi, ça va pas. Et donc je voulais retourner voir ce médecin, qui est un peu plus loin, mais il prend la voiture, c'est pas grave. Et je voulais justement que mon fils revoie ce médecin, qu'il l'a vu il y a 20 ans. Oui. Et qui reprenne contact avec lui et parce qu'il aimait bien et voilà. Oui. Alors peut-être que je. Mais ça peut être mais alors ça peut être une bonne idée. Alors pourquoi du coup, Marie, ça me donne une autre idée. Vous appelez ce médecin avant et vous lui faites part, peut-être éventuellement vous lui proposez, enfin vous voyez avec lui, et peut-être que ce médecin a dans son carnet d'adresse un ou deux thérapeutes hommes, et que ce soit ce médecin qui lui en parle à lui. Mais c'est ce que je voulais faire. Voilà. Ça, ce serait bien parce que, vous voyez, c'est que vous, vous êtes malheureusement de moins en moins audible par lui, et il faudrait pas que ces projets-là ou ces idées-là, il les rejette sous prétexte que ça vient de vous. Donc il va falloir être un peu plus maligne. Voilà. Ça j'ai bien compris. Tout ce qui vient de moi, de toute façon, mais oui, c'est normal. ça ne sert à rien. Oui. Alors ne le prenez pas pour vous en tant que personne, mais c'est figure de la mer. Voilà. Ouais. C'est délicat. Mais il me semble, Marie, que là, voilà, vous tenez en tout cas un début de, j'oserais pas dire encore de solution, mais de prise en charge qui peut l'aider. Mais c'est vraiment avec un travail thérapeutique, et j'insiste vraiment, il faudrait que ce soit un homme pour qu'il puisse comprendre, qu'il élabore d'un côté la perte du père et qu'il retrouve son père en élaborant la perte, mais un bon père pour lui, un père sain à l'intérieur de lui. Oui, non, mais c'est bien ce que je pensais. Et c'est vraiment. Je pensais que vous alliez me dire ça. Ah, formidable, je suis ravie. Oui. Non, mais voilà, vous avez bien fait d'appeler. Oui. C'est vraiment ce que je pense, parce que il a vraiment besoin. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que j'ai un voisin là qui m'aime comme un dingue, mais bon, c'est pas partagé. C'est un ami, voilà. Mais lui, il voudrait vraiment que je sois avec un homme. Ah. Il voudrait que vous soyez. Un homme. Mais il vous l'a dit ça, ou c'est vous qui pensez ça? Ah non, il me l'a dit. Ouais, mais bon. Ils ont passé 4 heures ensemble à parler. Mais vous pouvez lui répondre à votre fils que il peut très bien avoir une relation avec un homme sans que maman soit en couple avec un homme. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais attends, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, tu peux aller voir Philippe comme tu veux. Oui. Et puis, mais il veut reconstituer un couple parental pour pouvoir grandir, manifestement. C'est ça, ça demande. Avec lui, voilà. Ouais. Mais bon, il faut pas tout mélanger. Non, et puis il n'a pas, à son âge ou à un autre âge d'ailleurs, à se mêler de la vie sentimentale de sa mère. Non, mais ça, il veut pas trop. Mais quelque part, il a besoin, effectivement, d'un homme quelque part. Alors je lui écoute, c'est bien gentil tout ça, je comprends, mais moi, c'est ton père et il y aura plus personne d'autre. Oui. Et donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi lui tenir le discours qu'à 44 ans, le besoin n'est pas de retrouver un père mais plutôt de devenir un homme dans son autonomie d'homme, et qu'il a à grandir. Bien sûr. Il a plus besoin de gagner en autonomie que de gagner en régression. Alors, je vais vous expliquer autre chose. C'est-à-dire que dès l'âge de 20 ans,
il était amoureux de quelqu'un avec qui il a passé plusieurs années. Seulement le beau-père ne pouvait pas le voir. Il a une fille. Sa fille a 17 ans maintenant. Oui. Et le beau-père, ce beau-père que je connais, puisque ce beau-père est venu Est venu vous? J'ai pas entendu. me draguer. Oui, vous draguez. Vous vous rendez compte? Je lui ai envoyé 2 allers-retours, mais alors vraiment, mais j'ai dit, mais vous êtes vraiment qu'une merde. Mais vous êtes qui, vous? Mais quel homme vous pouvez être? J'étais complètement... alors, à mon fils, hein. Je ne l'ai pas dit à mon fils, c'était pas la peine. Mais je lui ai dit, là, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Mais je ne pouvais pas lui dire avant, parce qu'il était avec la fille de ce monsieur. Mais ça ne le regarde pas, votre fils? Et ça ne le regardait pas. Non, mais ça ne le regarde pas non plus, de toute façon, Marie. Pourquoi vous lui avez dit? Non, mais il m'a posé des... Oui. Et je ne pouvais pas faire autrement que de répondre. Parce que... Ah, vous êtes sûre? Oui. Je sais pas, on a toujours le choix, mais bon, ça, Oui. c'est pas, voilà, ça vous appartient, mais votre fils, voilà, il a aussi besoin d'être protégé. Il y a Olivier le patrouilleur qui demande est-ce que ce jeune homme a une vie affective de son côté, une amie sur qui s'appuyer? Non, justement, il a aucune vie d'homme, c'est un petit garçon, votre fils, de 44 ans. Ah oui, j'ai l'impression qu'il est resté à 16 ans. Mais oui, bien sûr. Voilà. Alors attention, parce que quand vous lui confiez des histoires à vous... ah non, mais je lui confie, non, je lui ai dit que ça. Voilà, mais attention, ça l'aide pas à grandir. Ouais. Là, Marie, vraiment, ça va passer pour lui par un travail, plus que de lui parler de son père, parlez-lui de croissance personnelle, d'autonomie, de vie d'homme. Montrez-lui devant des choses... Mais c'est tout à fait c'est tout à fait ce que je lui dis. Très bien. Il faut que tu penses à ta vie à toi. Tu as ta vie à vivre. Tu peux faire plein de choses. Alors, je lui ai même dit, tiens, on va écrire. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Voilà. Tu as fait ça, ça, ça. Et on écrit. Ouais, mais attention, on écrit, voilà, c'est plus un enfant. Lâchez-lui un peu la main qu'il puisse, parce que dans l'alcoolisme, il y a beaucoup de régression. Ouais. Marie, qu'est-ce que vous faites pour vous-même? Parce que je vous sentais très émue au début du témoignage. Et pour vous, vous faites quoi? Écoutez, pour moi, je suis à la retraite. Moi, j'ai vécu une vie professionnelle de 45 ans, où j'ai été très bien. Manque d'ailleurs cette vie, j'aurais pas dû m'arrêter tout de suite. J'aurais pas dû m'arrêter à 55 ans, j'aurais dû continuer. Après, j'ai créé une société d'amitié. Quand je me suis arrêtée, j'ai créé une société d'amitié dans le quartier, parce que je venais d'arriver dans un nouvel immeuble où j'étais la première arrivée, puisque c'est mon patron qui construisait ça. Donc, bon, bref. Et j'ai créé un club d'amitié qui a duré quand même 10 ans. Non, 12 ans. Oui. Je recevais, on se réunissait, tous les copropriétaires ou les nouveaux locataires. On se réunissait une fois par semaine. Je louais une salle à côté, puis on parlait des problèmes qu'on pouvait avoir, de la construction, des finitions, ou d'autres choses. Et puis j'ai fait ça pendant 25 ans. Et après j'ai arrêté. Parce que j'étais un peu fatiguée. Et puis je voyais que mon fils avait des problèmes. J'avais mes enfants. Aussi, il fallait que quand même que je m'occupe d'eux d'une façon beaucoup, beaucoup plus importante. Oui, donc aujourd'hui, en fait, votre vie tourne autour d'eux. Oui.
Oui. Et en même temps, c'est à la fois une solution et à la fois une forme de problème, dans le sens où ils ont aussi besoin de prendre leur autonomie et de grandir, et donc de ne pas avoir... Alors, j'ai ma fille qui a pris son autonomie, il n'y a pas de souci. Oui. Elle est sur Paris, donc elle a pris son autonomie. Je l'ai aidée comme j'ai pu, mais elle a suffisamment de caractère. Et j'ai bien compris qu'elle avait son caractère. Et j'écoute, tu feras ce que tu voudras. Il n'y a pas de problème. Si il y avait que des problèmes un petit peu d'argent. Donc j'ai dit, bah écoute, ça, il n'y a pas de souci. Tant que je pourrais, je t'accompagne. Et aujourd'hui, bon, bah, elle vit cette, je pense, d'une façon, voilà. Là, elle a que des problèmes de santé, mais sinon, elle vendait bien, elle était contente, elle est contente, voilà. Et puis, elle a eu un ami, donc, bon, bref. Avec ma fille, je ne lui pose pas trop de questions personnelles. Je ne veux pas. Et puis, je respecte. Voilà, elle a 40 ans, donc bon, ça se respecte. Oui, donc c'est votre fils qui vous mobilise. Écoutez, mais mon fils vit avec moi, donc c'est pour ça. Je voudrais qu'il se prenne en charge, mais il n'y arrive pas. Ouais. Non, pour l'instant, il n'y arrive pas parce qu'il a un problème qui ne lui permet pas de le prendre, et il a trouvé une solution pour ne pas se prendre en charge, qui est l'alcool. Donc, le mieux que vous puissiez faire pour lui, c'est de l'orienter vers quelqu'un qui va l'aider. Mais vous, de cesser d'essayer de l'aider, parce que ça devient, vous voyez, ça se retourne contre vous. Donc, de mettre un peu de distance et d'avoir, on va dire, un tiers de confiance par le biais d'un thérapeute. Alors, mais en plus, il me dit, si je te laisse toute seule... Non, mais attendez. Il me dit, si je te laisse toute seule, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, mais attends, c'est pas le problème, ça. C'est pas ça que tu dois te dire. Bah, ça prouve qu'il vous sent un peu fragile. Peut-être. Ben oui, et puis que du coup il se dit, bah maman elle a pas de vie à part moi, parce que vous voyez, le fait de tout centrer sur lui, qu'est-ce qu'il en déduit? Qu'il est tout pour vous. Donc attention, mais Marie. J'essaie de lui dire que j'essaie de lui. Oui, mais non, il n'y a rien à dire, il y a à faire là. C'est pas une histoire de dire. Donc là, vous qui êtes une femme très active, qui avez fait plein de choses, ce serait bien que vous repreniez des activités qui vous concernent, que votre fils puisse avoir un peu d'air, qu'il soit un peu face à lui-même, qu'il comprenne ce qui lui arrive et qu'il n'ait pas maman qui le tienne constamment par la main. Il y a 2 auditeurs qui laissent leur numéro pour vous, Marie. Donc, Quentin ou Corentin vont vous les redonner hors antenne. Et oui, et puis je vous laisse avec le message d'Olivier qui dit finalement la mère et le fils, c'est une sorte de couple qui ont mutuellement besoin l'un de l'autre, avec une maladie qui occupe tout l'espace. Et c'est pas faux. Donc, ce serait bien pour vous de prendre un peu de champ par rapport à ça et de lui en laisser un peu, et que lui aille véritablement faire un vrai travail de soins pour lui-même. D'accord ? Oui, mais alors c'est bien pour ça que là où il est, j'ai vu le psy et je lui ai expliqué un petit peu. Je lui ai expliqué un petit peu comment ça se passait. Donc bon, on va voir. Il m'a dit, bon, bah attendez, ça je l'ai pas encore vu, donc voilà. Bon. D'accord. Bon courage à vous alors, Marie. Mais en profiter qu'il soit à l'hôpital. Oui, pour avancer et appeler le médecin de famille. Hein. Voilà. D'accord. Ah, bah, le médecin de famille, on n'en a plus. Alors, bon. Celui dont vous parliez tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Celui à l'hôpital. Hein? Oui. Vous m'avez parlé que vous alliez recontacter un médecin que vous connaissiez bien. Une sorte de médecin de famille. Oui. Oui. Bon courage à vous. Hein, Marie? Ben, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Moi, je vous en prie. J'espère que... Franchement, ça me fait plaisir, et moi, j'écoute votre émission tous les soirs. Oui. Bon. Ça m'apporte pas mal de choses, et puis, bah, peut-être que mon cas va peut-être pouvoir aussi résoudre.
Oui, et donnez-nous des nouvelles, voilà, de l'avancée de votre fils dans un lien thérapeutique, et vous reprenez, voilà, certaines activités pour vous. Hein, faut défusionner un peu l'histoire là. D'accord. Merci Pas à de vous. problème, Bon je vous courage, donnerai des Marie. Hein. nouvelles. Pas de Merci. problème. Au revoir. Je vous en remercie, au revoir. Pour parler à Sophie Peters, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Marie. Oui, Alors, c'est bonsoir. une autre Marie qu'on Oui, accueille à tout à l'antenne. C'est la fait. soirée des maris. Je vous remercie de prendre mon appel. C'est très aimable à vous. Alors, Marie, c'est aussi pour votre fils, je crois, que vous appelez. Voilà, Oui. un peu plus de 30 ans. Oui. Un peu plus de 30 ans, avec une situation assez difficile. Est-ce que j'aurais aimé commencer, c'est-à-dire c'est en ce qui concerne mon état de santé. Oui. Donc, ce sont des kystes aux ovaires. Apparemment, c'est au départ, c'est pas grave, c'est liquidien, ça vient, après il y en a plus, etc., etc. Et donc j'ai appris que c'était des larmes de chagrin qui concernaient les enfants. Ah oui. Et donc, et quand ça s'enquiste comme ça, voilà. Et donc là, ça a doublé de volume. Donc, je vais être obligée de me faire opérer. Donc, je suis un peu anxieuse et pour moi et pour laisser un fils qui finalement fait pas grand-chose de la journée, qui sort la nuit, quoi. Voilà, et qui a eu le courage de reprendre un travail à mi-temps thérapeutique, puisqu'il était dans la fonction publique, et il a repris ce travail avec un grand courage, mais rien n'était prêt pour lui. Bon, il pouvait vraisemblablement pas travailler le matin vu son traitement. Et voilà, donc il a fallu que j'intervienne. Il faut toujours que je me bats contre des murs, que ce soit contre les médecins qui font ce qu'ils peuvent, mais sont pas très fatigués à faire des ordonnances une fois tous les 2 mois. Hein, et ça, plusieurs personnes le disent sur votre antenne. Et voilà. Bah, écoutez, là, ça, je partage pas votre point de vue. Hein. Je pense qu'il y a des médecins qui sont complètement au bord du burn-out et harassés de fatigue. Mais bon, là n'est pas le débat. Oui. Et je pense que voilà, on va pas. Oui. Par contre, en 10 minutes, on peut pas soigner quelqu'un, quoi. Voilà. Marie, là, parce que en fait, votre fils, ça remonte à, parce que vous m'avez dit qu'il était handicapé, c'est ça? Enfin, il a un mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire il a quoi? Il peut pas travailler à temps plein. Il a essayé, oui. Mais il a quoi? Il est titulaire, donc. Après, oui, non, mais je parle sur le plan maladie, le plan santé. Oui. Sur le plan santé, les médicaments, disons, le faisaient. Mais il a quelle pathologie? Mais il est malade de quoi, votre fils? Ah oui, alors c'est des TOC. Ah, donc c'est sur un plan psychologique en fait. C'est des TOC. Oui, ça se soigne très bien aujourd'hui. Ah j'aimerais bien trouver parce que. Mais il a été suivi, il a vu quelqu'un. Comment il a été pris en charge? Il n'a pas été pris en charge du tout. Du tout. Ah. Du tout. Moi, avec... Oui. Mais vous dites un médicament, on lui augmentait, on lui diminuait. Il a quoi, des antidépresseurs? Pardon? Il est sous antidépresseurs, votre fils? Oui, c'est un médicament qui est pour les TOC et qui est antidépresseur. Et là, il est en sevrage de ce médicament-là.
D'accord. Alors, ce qui serait bien, Marie, c'est qu'il faudrait l'orienter vers un thérapeute, ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire elles portent bien leur nom, c'est sur les TOC, c'est sur les comportements, les troubles du comportement. Mais ça, vous pouvez demander soit à votre médecin, soit là où vous êtes soigné, qu'on vous donne des adresses. Je ne sais pas si vous avez accès à Internet ou si vous êtes à l'aise sur Internet ou pas. Oui, mais il a encore téléphoné aujourd'hui. Oui. Un médecin qui fait des TCC et qui lui a fait parler un petit peu. Et à partir de là, elle lui a dit non, je vous prends pas. Parce que comme il a eu un séjour en hôpital psy, eh bien voilà, c'était pas possible. Voilà. Bah, ça n'a rien à voir quand ça. Il a fait un séjour en HP, du coup elle peut pas le recevoir. Oui, tout à fait, parce que ce qui bloque, si vous voulez, c'est qu'en 2006, il a fait une petite bouffée délirante, hein, donc à partir de là, dont il était absolument conscient, etc. Il a eu donc des neuroleptiques dont il a eu beaucoup de mal à se séparer, et puis le dossier va de médecin en médecin, et à partir de la bouffée délirante, ça c'est ça qui donc ils n'ont pas pu le prendre en charge. Et le fait des TOC, au départ il avait une infirmière formée en TCC, mais arrivant en retard à cause des TOC, eh bien elle n'en a plus voulu. C'est ça le problème. Et il arrive en retard, il met beaucoup de temps à sortir de chez lui. Oui, mais ça, voilà, là aussi, il faut en tenir compte, bien sûr. Moi, c'est vrai que vous voyez, quand je vous écoute, vous avez l'air de me dire, on a tout essayé, il y a rien qui marche. Enfin, c'est ça que j'entends. Écoutez, ça fait depuis 2006, hein. Donc 10 ans. Ça fait 10 ans. Hein, on est allé à Poitiers. Et tout ça, c'est à l'hôpital ? Hein ? C'est à l'hôpital ? Tout ça se passe à l'hôpital ? Oui, on est allé à Poitiers. D'accord. Oui. Et vous auriez, de là où vous habitez, ou près de là où vous habitez, un thérapeute de ville en cabinet ? Il les a pratiquement tous faits. Hein. Et alors ? Tous faits. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'expliquez que il se met constamment en échec par rapport à non, c'est pas maintenant. Oui. Maintenant, il est complètement en échec. Il n'a plus aucune motivation, aucun désir. Et ce qui m'ennuie le plus, c'est que là, dans la mesure où il a été licencié de son travail, alors que on l'a cantonné à du désherbage seul, sans aucun contact avec l'équipe, qui le trouvait bizarre forcément, parce que il sortait un peu trop tard, donc les femmes de ménage arrivaient, donc ça leur plaisait pas, ça leur convenait pas, et puis il arrivait aussi en retard au boulot, et puis il était toujours tout seul à pousser une brouette alors qu'il a un BEPA, il a un BEPA de horticole, voilà, l'humiliation sans arrêt, aucun bonjour, aucun bonsoir, et il a tenu le coup malgré tout pendant 1 an. Hier il y avait une émission, c'est comme le bore-out, hein, pas le burn-out, quand on mais s'ennuie. le bore-out. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, et donc moi il me disait toujours oh là là, je suis épuisée, puis alors, moi je comprenais pas, et il avait pas le fait 2h30 dans la journée, je comprenais pas. Pas de reconnaissance au travail, bien sûr. Oui. Et donc le harcèlement aussi au travail, de toute façon c'est ça qui l'avait conduit à faire un peu cette bouffée délirante, harcèlement, et puis voilà, et humiliation. Il est hypersensible, votre fils, depuis toujours, Marie, comme ça ? Oui, c'est ce que j'entends. Une éponge. Une éponge. Et vous, la maman, elle est là. Moi aussi.
Vous voyez ça, il y a des similitudes un peu avec le témoignage précédent de Marie, c'est-à-dire que dans les deux cas, la similitude qu'on retrouve, c'est que vous êtes deux mamans très très fusionnelles avec votre fils que vous couvez et qui peut avoir du mal à gagner en autonomie. Alors justement, il y a Monica qui dit mais allez vous faire opérer parce qu'il y a un double avantage, c'est que vous allez retrouver votre santé puis vous avez laissé votre fils se débrouiller un peu seul. Oui, j'y ai pensé, c'est que bien c'était ça. pas un hasard. Ben non, c'est pas un hasard. Mais vous me parlez justement, kyste aux ovaires, des larmes. Je trouve ça joli comme image. Des larmes de chagrin. Alors si c'est voilà. Qui concerne les enfants. Bon, allez les soigner, c'est-à-dire allez soigner votre relation à votre fils en prenant soin de vous, de la maman qui l'a porté. Oui, et puis de lâcher un peu la main de votre fils qui puisse grandir aussi et se retrouver en face de lui-même. Parce que c'est une chose d'être dans le soin, dans la protection, d'être là pour lui. Bien sûr, vous le sentez fragile, ce jeune adulte. Et donc vous dites, c'est comme un arbre un peu frêle, il n'a pas encore un tuteur assez solide, donc je vais continuer à être là. Sauf qu'il a plus l'âge d'avoir un tuteur aussi fort que sa maman. Et qu'il a besoin de faire ses expériences, peut-être de tomber pour se relever, de se blesser, mais il va falloir le laisser un peu. Oui. Oui, j'imagine bien, Marie, que ça vous fait peur et que ça vous inquiète et vous dites. D'ailleurs, vous avez commencé le témoignage en me parlant. Oui. Et c'est le même cas que Marie. Le père, il est vivant, mais il est absent et puis vous, vous dites, je suis là. Je ne connais pas mon père. L'un comme l'autre. Je ne te connais pas, quoi. Marie, oui, j'entends. Mais du coup, en tant que mère, quand on commence à prendre à son compte et à projeter psychologiquement les souffrances de ses enfants et à tout prendre sur ses épaules comme vous le faites, et d'ailleurs votre corps en souffre, on s'en sort plus. Marie, à un moment donné, où si votre enfant coupe pas le cordon, c'est aussi à la mère de couper le cordon, pas qu'à l'enfant. Il y a des enfants qui les coupent. Mon portable est tombé en panne il y a 3 jours. Tiens. Et figurez-vous que je n'ai pas changé. Et donc, je suis sur le fixe. Donc, très bien. J'entends. Il y a Super. des signes. Il y a des signes, Marie, exactement. Voilà. Et quand un enfant le coupe pas, c'est aux parents et c'est douloureux pour la maman que vous êtes et je l'entends. Prenez soin de vous, faites-vous opérer et revenez toutes bien réparées. D'accord, Marie, je vous embrasse. Oui. Je vous embrasse fort. Oui, mais ça... Oui, s'il est minuit. Je vous embrasse, Marie. Bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne qui vous laisse libre d'y exprimer vos témoignages et vos histoires de vie pour y trouver des réponses, une libre antenne qui vous accueille au cœur de la nuit pour parler de vous, de vos émotions, de vos ressentis. Quentin et Corentin sont là, tous les deux, et attendent vos appels au 39 21. Et c'est Julien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sora. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Je suis très contente que vous ayez pris mon appel. Je vous écoute assez souvent, dès que je peux. Oui. Voilà. Mais alors aujourd'hui, j'ai pensé que c'était le moment pour vous appeler parce que j'ai un souci. Je ne sais pas si Quentin vous en a parlé, mais voilà, j'ai 60 ans. Oui.
Je suis mariée depuis 41 ans. J'ai 3 grands enfants, 2 filles et un garçon, et ils ont fait leur vie. Mais alors, j'ai appris il y a plus de 6 mois de ça, plus de 6 mois, que mon mari avait eu une aventure avec une collègue de travail. Et depuis ce jour-là, ça fait plus de 6 mois, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, je suis tombée des nues. Voilà, j'ai été très très choquée. Je suis encore choquée et je sais plus quoi faire. C'est pour ça que je vous appelle. Et Zora, l'aventure dure toujours, c'est une liaison ou il a juste eu une aventure? Oui. Alors voilà, cette personne, cette collègue que je connais depuis qu'elle était toute jeune. Mais attendez, c'est une collègue à vous ou une collègue à lui? À lui? Ah non, une collègue à moi parce que lui il est à la retraite. Non, il est à la retraite depuis 6 ans, lui. Mais voilà, c'est avec une collègue de travail à laquelle je faisais confiance. Et donc il connaissait parce que c'est une de vos amies par ailleurs, c'est une collègue amie. Oui. Mais bien sûr, elle habite pas loin de chez moi, il la connaît, je la connais, on se connaît, on mange les uns chez les autres. Voilà, c'est une personne, j'ai vu ses enfants naître, vous voyez. Oui. C'est comme une sœur, moi. Je comprends. Vraiment, c'est pour ça que je suis choquée d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, oui, parce qu'elle l'a autant fait à vous que lui, il le fait à vous. Oui, chacun vous a trahi. Alors, voilà, j'ai été choquée par les 2 personnes auxquelles je tenais le plus, que je tenais le plus, je tenais beaucoup. Enfin, mon mari, voilà, c'est mon mari, et puis elle, c'est une amie que je considérais comme une sœur. Et est-ce que c'est pardonnez-moi, un accident, j'ai envie de dire entre guillemets, ou c'est une liaison qui dure? Écoutez, comment vous l'avez appris, vous? C'est elle qui me l'a dit. Elle est venue me voir. Elle me l'a dit. Non, c'est moi qui ai été la voir parce qu'elle était malade à un moment donné. J'ai été lui rendre visite comme ça, parce que je vous dis, c'est comme une sœur. Et puis, elle m'a dit, il faut que je te parle. Et puis, alors, voilà, elle m'a dit, avec ton mari, j'ai couché avec ton mari. Alors, moi, sur le coup, j'ai même pas cru d'ailleurs. Je lui ai dit, c'est pas possible. Alors, elle me dit, écoute, je suis désolée de te le dire, mais à ce moment-là, j'étais en manque d'affection. Voilà, il était là, et puis voilà. Alors moi, je suis tombée des nues. Je le croyais toujours pas, mais je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit, et ça dure depuis combien de temps, combien de fois? Alors elle m'a dit, c'est que j'ai fait ça que 3 ou 4 fois avec ton mari. Voilà, parce qu'à ce moment-là, j'en avais besoin, et puis il était là. Voilà. D'accord. Alors, donc, oui, c'est pas une liaison suivie, c'est comme elle dit à un moment. Elle vous a demandé de lui pardonner. Elle était embêtée. Pourquoi elle vous l'a dit, vous pensez? Voilà, voilà la question. Comment ça se fait que... Alors, et en plus, c'est une liaison qui avait cessé depuis 6 ans. Oui, donc non, mais elle dit 3 ou 4 fois à un moment donné, une sortie de route où elle était triste. Ça n'excuse pas, hein, j'essaye de remettre des faits pour voir un peu dans quel cadre ça s'est passé. La question est, qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à vous dire tout ça, sa culpabilité, on imagine? Oui, au bout de 6 ans, vous voyez, vous rendez compte, ça s'est passé il y a 6 ans, elle me le dit maintenant, mais moi aussi, j'ai pas compris. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que j'ai pas cru sur le coup, parce que je me suis dit, elle est peut-être un peu souffrante, elle est en train de dire n'importe quoi. Et puis pour moi, c'était tellement gros que c'est pas possible. Je l'aurais jamais imaginé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement choquée depuis ça fait 6 mois que je suis choquée. Elle vous l'a dit il y a 6 mois? Oui, elle me l'a dit il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, sur le coup, je vous dis, j'étais choquée, mais oui, vous êtes partie, du coup. Voilà, j'en ai quand même parlé à mon mari. Oui. Mais sans faire d'histoire, je veux dire, parler normalement, lui dire, j'ai appris ça, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors sur le coup, il m'a dit c'est pas possible, c'est pas vrai, ment. Après, mais je suis quand même quelqu'un de réfléchi, et je lui dis, écoute, tu me le dis pas, je peux aller la chercher, et puis elle va me le dire devant toi, et on va voir, elle habite à côté. Alors, il a vu que il était... Voilà, elle était pris, voilà. Donc il a fini par avouer. Oui, mais voilà, il y a longtemps, pour moi, c'était rien.
c'est comme ça, voilà, ça s'est fait, mais moi, pour moi, vaut rien. Enfin, il a dit ce que pourrait dire n'importe qui, quoi, je sais pas. Non, pas n'importe qui, non. Ouais. Non, pas n'importe qui. C'est important, faut que vous l'écoutiez. Oui, mais c'est important parce que il y a deux choses dans votre histoire. Il y a parce que votre lien, si on revient Zora, à votre lien avec votre mari, avant de savoir ça se passait bien. C'est un mari qui est là pour vous, qui est aimant. La relation est bonne et belle pour vous dans votre couple. Écoutez, après 40 ans de mariage, hein, mais oui. C'est ça, on a 40 ans de mariage. Oui, alors on est d'accord. Je sais bien pas. sûr. Mais moi, je l'aime tout le temps, ça je le sais. D'accord, lui aussi. Oui, c'est ce que j'entends, moi. Oui, non. Lui aussi, mais c'est que lui, c'est pas quelqu'un de démonstratif. Oui, un peu taiseux. Il garde tout pour lui, mais bon, je vois bien, il y a des gestes, il y a des mots, il y a des... Bon, c'est pas souvent, mais je vois bien que quand même il tient à moi, mais moi, j'arrive pas dans ma tête à me dire pourquoi il a fait ça. Et elle, alors, quand je réfléchis bien, je me dis, je pense que c'est plus elle la coupable, parce que, enfin, pour moi, quand je réfléchis, je me dis c'est 50-50, mais quand je vais au fin fond des choses, je me dis, si elle l'avait pas aguiché, est-ce qu'il aurait, au bout de 40 ans, enfin, on n'avait pas 40 ans encore, hein, parce que je vous dis, ça fait 6 ans, hein, que ça s'est passé. Alors, et c'est un homme toujours fidèle, a priori, votre mari, hein, plutôt le profil de l'homme fidèle. Oui, on n'a jamais eu d'histoire. Alors, quand je vous disais que je voyais deux choses, Zora, dans votre histoire, c'est que, d'une part, si on regarde du côté de votre mari, on sent effectivement un homme qui vous est attaché, qui est assez penaud, mal à l'aise et qui se sent coupable de cette histoire et qui vous dit, pour moi, c'était rien. Elle ne compte pas pour moi. C'est toi qui compte. Oui. Donc, il cherchait à vous rassurer. Et je pense qu'il est très furieux que vous l'ayez appris parce que pour lui, c'est de l'histoire ancienne et qu'il n'a pas tellement envie. Voilà, de se le rappeler et d'autre part, il avait envie en tout cas de vous protéger. Ça arrive, si vous voulez, que dans des couples, quand il y a, on va dire une sortie de route ou comme on dit un coup de canif dans le contrat, celui qui a fait ça se sent un peu penaud et pour autant se rapproche encore plus de son conjoint parce que entre guillemets ça valait pas le coup et que il est très certain d'être attaché à vous. Donc cet homme il est resté avec vous, il est engagé avec vous. Donc voilà, après la question est-ce que vous acceptez vous de lui pardonner, mais il l'a pas fait contre vous, ça c'est certain. Il l'a fait sans doute pour lui en tant qu'homme dans sa pulsion d'homme, peut-être pour elle aussi parce qu'une femme qui peut-être est venue le chercher pour être consolée, et il se trouve qu'il a pas dit non. La chair est faible comme on dit, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il l'a pas fait parce qu'il était mal dans votre couple et il l'a pas fait contre vous. Et moi ça me semble un élément quand même très important pour vous, Zora. C'est-à-dire qu'en tant que d'une certaine manière, alors faut relativiser beaucoup dans ce genre d'histoire, enfin mettre en perspective plutôt que relativiser. Il tient à vous et il a cherché à vous respecter malgré tout, même si vous vous sentez pas respecté. Donc ça, je dirais, c'est le versant côté de votre mari. Maintenant, de son côté à elle, évidemment, ça pose question de se dire, au bout de 6 ans, elle révèle ça. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'elle se sent coupable, qu'elle se sent peut-être délaissée par votre mari et que c'est une vengeance inconsciente à son amie, à la femme qui, elle l'a tous les jours, cet homme-là, elle était peut-être toujours très amoureuse de lui et elle a décoché une flèche d'une certaine forme de jalousie inconsciente, en tout cas parce qu'elle ne pouvait évidemment qu'elle peut pas éviter de savoir qu'elle vous blesse. Mais le plus fort, c'est quand on se sent coupable comme ça, c'est de décharger sa culpabilité sur l'autre. C'est trop lourd. Elle porte un secret trop lourd. Et peut-être que votre amitié étant assez importante aussi pour elle, elle s'est dit, je lui dois la vérité. C'est mieux de le lui dire, sans penser qu'elle allait plus blesser le lien et que tout ça en plus c'était il y a 6 ans. On va dire qu'il y a prescription, comme on dit dans le droit, d'une certaine manière. Oui, non, je
comprends très bien ce que vous voulez dire, mais moi, depuis qu'elle me l'a dit, je n'ai plus de vie. Mon mari, je n'ai aucun contact avec lui. Il est à la maison. Oui. Mais je n'arrive pas. Tellement vous êtes blessée. C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que dès que je le vois, j'ai les nerfs qui commencent à. Je l'imagine déjà avec elle. Elle, quand je la vois, je l'imagine avec lui. Et moi, je suis pris entre deux feux là. Oui, je comprends. Et le problème, le plus gros problème, c'est que je travaille avec elle. On travaille dans la même structure. Et depuis que j'ai appris ça, j'ai été voir ma hiérarchie et je leur ai dit que je ne pouvais pas travailler avec elle. Vous voyez à quel point c'est, quoi. Je veux dire, je peux pas la supporter. Rien qu'à entendre son nom, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai une impression, j'ai une impression de vengeance. Moi, pour moi, j'ai de la haine. J'ai de la haine. Ouais. Mais alors, c'est lourd. C'est très lourd. Mais c'est très lourd, Zora. Voilà, j'ai pas c'est destructeur, la haine. C'est totalement destructeur. Alors, il y a Monica qui envoie un SMS pour vous, qui dit: pourquoi ne pas croire votre mari? Après tout, pour lui, c'était juste une aventure comme pour un enfant le pot de confiture, dit Monica. Et puis Brigitte dit de son côté, elle a sans doute voulu soulager sa culpabilité, vous a fait du mal inutilement. 40 ans, c'est très long. Il s'est laissé aller à une petite tentation. C'était ponctuel et il y a longtemps. Vous voyez, il y a deux femmes là qui envoient des SMS. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, Zora, que vous soyez blessée, que vous imaginiez des images. Oui. Quoi de plus normal, mais ça fait 6 mois que vous l'avez appris. On aurait dit c'était hier. Mais c'est pour ça que je vous appelle. Mais oui, c'était hier. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ben non, c'était hier parce que c'est traumatisant. Voilà, en fait, quand on vit, voilà, c'est un trauma. C'est-à-dire que. Je suis traumatisée. C'est ce que j'entends, bien sûr. Je suis quand même quelqu'un de très fort. On m'a toujours dit que j'étais très forte. Je supporte beaucoup de choses. Mais c'était inimaginable pour vous. Ah non, mais c'était l'inimaginable. Oui. Jusqu'à regarder. Et c'est ça le trauma. Je n'arrive pas à endormir. Je n'endors pas. Ça fait 6 mois que je n'arrive pas à endormir. J'ai été voir le médecin. Le médecin m'a dit: vous êtes en pleine déprime. Faites attention à la dépression. Je lui ai dit à mon médecin, c'est un médecin, mais c'est pas à lui de me dire ce que je fais. Il est là pour me soigner. Mais je sais pas quoi faire pour redevenir comme j'étais avant. Bien sûr, j'entends. Vous êtes comme avant. Vous n'avez pas changé. Ça, c'est le premier point. Non, vous n'avez pas changé. Vous avez vécu une blessure, un événement traumatisant, et vous êtes braqué dessus, comme vous dites, comme si c'était hier. Donc, l'événement sur le plan émotionnel est tout le temps là. Mais pendant ce temps-là, le temps court, et votre mari doit en être malheureux. C'est que cette histoire, du coup, abîme votre couple plus qu'elle ne devrait. Du coup, vous ne voyez plus du tout le verre à moitié plein, qui est un mari qui est toujours là, qui vous dit qu'il tient toujours à vous, qui vous aime toujours, qui dit il y a prescription sur cette histoire, et moi ça n'a pas compté pour moi. Tout ce qu'il vous dit de positif, vous ne l'entendez plus parce que vous êtes aveuglé par cette histoire. Moi, je vous mets en garde, Zora, contre la haine, parce que la haine va vous entraîner vers de la destruction, et de vous, de votre couple, de votre histoire, de toute une histoire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Que vous soyez éventuellement, voilà, cette collègue, cette amie, vous voulez plus la voir, vous êtes brouillé avec elle. Non, je la vois plus. D'accord. C'est une chose, mais séparez les choses. Séparez les choses, parce que là, attention, vous allez abîmer votre couple et vous allez faire finalement du mal à votre couple, alors même que cette histoire n'en avait pas fait dans les faits réellement. Vous voyez, c'est-à-dire que votre mari n'avait rien dit et que vous ne saviez rien. Alors, pour un fait qui a eu lieu il y a 6 ans, et d'accord, qui est difficile sur le plan aussi de l'ego, de l'orgueil, de la blessure de la femme, vous faites tout remonter. Il l'aurait fait une fois, on peut déraper, mais 4 ou 5 fois, c'est qu'ils ont... Mais 4-5 fois, c'est comme une fois, vous voyez, c'est... Non, mais oui, je me suis dit, on peut déraper en une fois, mais 4 ou 5 fois, c'est qu'ils étaient d'accord, ils se sont mis d'accord, ils m'ont trompé, ils m'ont trahi, mais voilà, pour moi, ils m'ont trahi tous les deux. C'est un coup de couteau dans le dos que j'ai eu des deux côtés, par les personnes auxquelles je tenais, et je n'arrive pas à m'y faire. Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais c'est pas possible. Ils l'ont pas fait contre vous, ils l'ont fait pour eux. Elle, parce qu'elle en avait envie et besoin. Ah oui, elle m'a dit j'étais en manque d'affection. Voilà, en manque d'affection. Vous rendez... Alors je lui dis, tu prends mon mari,
voilà, elle me dit, il était là à ce moment-là. J'avais besoin, et lui, il me dit, elle compte pas. Pour moi, c'est comme une fille de n'importe qui. Voilà, elle était là, elle n'a pas dit non, et puis voilà. J'ai dit, t'as eu le culot de lui demander, donc c'est que il y a le problème de demander, t'as demandé, donc c'est que t'avais envie d'aller avec elle, donc moi je me faisais tout un tas de films, et il m'a dit non, moi j'étais là-bas, elle m'a vu, voilà, ça s'est fait comme ça, il n'arrivait même pas à m'expliquer comment ça s'est fait, voilà, ça s'est fait, et moi ce qui me gêne, moi c'est le coup qu'ils aient fait, en parlant de coup, pardon, c'est que ça a duré 4 ou 5 fois, donc ils étaient d'accord. Moi, il l'aurait fait une fois et elle m'aurait dit une fois, on a dérapé. Pour moi, ça comptait pas. Mais 4 ou 5 fois, donc il y a trahison. Il y a trahison pour moi. Et c'est ça c'est ça que j'arrive pas à accepter. Et c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je sais pas quoi faire. Puis j'ai l'impression que si je la vois, je sais pas ce que je veux lui faire. Elle fait tout pour. Zora, qu'est-ce qui est touché en vous, vous pensez là? C'est mon amour propre. Propre. Mais oui, c'est de l'ego. Ma dignité, mon respect, ils m'ont pas respecté. Alors que moi, je demande rien à personne. Je travaille, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Mais je n'arrive pas. Ils m'ont trahi. Ils étaient tous les deux d'accord pour me trahir. Lui, s'il l'a fait, c'est qu'il était conscient qu'il l'a fait, donc il va me trahir. Il l'a pas fait contre vous. Je vous le répète, Zora. Et c'est bien ce qu'il vous a dit. Oui, vous l'entendez pas, parce que vous êtes centré sur vous et sur votre orgueil. Or, il l'a pas fait pour vous faire du mal, bien évidemment, et il l'a pas fait contre vous. Il l'a fait en tant que besoin d'homme. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez comprendre. Et il est là aujourd'hui et il dit qu'il tient à vous. Et si vous pouviez entendre ça, ça me paraît vraiment important, parce que si vous voulez, là vous êtes prise dans une rancune qui vous tire complètement vers le passé et qui risque d'abîmer, mais même peut-être ce qui pourrait abîmer irrémédiablement votre couple beaucoup plus que l'acte qu'il a posé. Donc vous voyez, vous allez avec votre haine ou votre rancune abîmer plus que l'événement en tant que tel ne l'a abîmé, puisque votre époux vous a gardé son amour. Et ça, moi, j'aimerais que vous considériez la relation sous cet angle-là, parce que vous savez, là, vous êtes vraiment face à la problématique dont je parlais en introduction de l'émission, c'est-à-dire celle du pardon, et que vous n'envisagez pas ce qui a pu se passer pour elle et pour lui alors qu'ils en ont parlé. Je vous dis pas d'excuser, c'est pas la même chose. Pardonner, c'est comprendre. Et pardonner, c'est accueillir quelque chose qui ne nous va pas, parce que le ressentiment que vous avez aujourd'hui, vous voyez que vous pouvez plus agir dans le présent. Vous voyez que votre présent, il est encombré du passé complètement, et vous pouvez plus tenir compte de la réalité. Alors que si vous allez et que vous faites un travail, ça va être un travail de pardonner, ça va être de vous libérer de ce passé-là qui est du poison pour vous. C'est vraiment du poison. Ah non, mais là, c'est du poison. C'est du poison. Et c'est du poison dans l'ego. Comment faire? Pourtant, je suis pas quelqu'un de. Comment faire quand je le vois? D'ailleurs, ça fait 6 mois que j'ai plus de mari. Il vit à la maison, mais on vit en colocation. Lui, il est à droite, à gauche. Moi, dans une chambre, lui, dans une autre. Et vous avez conscience? Il me parle, D'accord. Il fait tout pour me parler. Zora, et vous écoutez pas cet homme qui cherche à se faire pardonner? Vous lui refusez. Mais bon, moi, vous lui refusez. Je l'imagine. Ok. Alors, à quoi ça vous amène? Et qu'est-ce que ça vous avance de lui refuser votre pardon? Qu'est-ce que ça vous apporte? De nourrir votre haine? Oui, de nourrir votre ego? Oui. Mais et vous trouvez que ça fait du bien à votre ego, la haine, pendant ce temps-là? Ça vous rend plus grande, plus forte? Comment l'enlever, cette haine? Je n'arrive pas. D'ouvrir votre cœur à votre mari, si vous l'aimez. Cet homme vous aime et vous le dit. Je ne sais pas, j'arrive pas. Je ne sais pas quoi faire, Oui, mais vous êtes en train de la raison que vous avez, et vous ne l'entendez pas, quand je vous en parle, je réponds à vos questions, vous me dites je ne sais pas quoi faire, parce que vous êtes la haine aveugle, et vous êtes aveuglé. Je suis aveuglée, et vous savez, je vous en parle parce que ça me fait du bien d'en parler. J'en ai parlé à la médecine du travail. À la médecine du travail, elle m'a dit un petit peu comme vous, elle m'a dit il faut pardonner, faut pas. C'est pas tant qu'il faut.
faut, parce que c'est pas une obligation. Vous voyez, bien sûr, Zora, c'est pas ce qu'il faut. Mais là, vous êtes en train de la haine vous envahit, et vous aveugle, et votre mari doit être dans une tristesse épouvantable. Oui. Et vous la voyez pas, cette tristesse, elle vous touche pas. Bien. Et elle vous touche? Est-ce qu'elle vous touche, Zora? Mais je le vois bien. Stop, répondez-moi à ma question. Non, mais voilà, c'est par moment. Quand je le vois, pas bien et tout ça, je me dis, bon, est-ce que tu peux pardonner? J'essaye de m'avancer, mais après, il suffit que j'entende parler son nom à elle, et puis après, je rentre à la maison, je suis pas Zora, bien. alors, Zora, de quoi vous auriez besoin dans la situation pour aller mieux? Qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait vous faire du bien de la part de votre mari? C'est ça, je sais pas. Essayez de trouver là. Mais ça marche pas. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? De quoi avez-vous besoin là, tout de suite, Zora? Vous avez besoin de quoi pour aller mieux? Moi, j'aurais besoin de la trouver parce que je la trouve plus. C'est tout pour pas qu'on se rencontre parce que je l'ai dit à ma collègue de travail. Donc vous auriez besoin de la voir? Je sais pas ce que je vais lui faire. Alors elle a peur de moi. Elle essaye de m'éviter. J'ai l'impression que si jamais je sais pas ce que je lui fais et je me sentirai mieux. J'ai un besoin de vengeance. J'ai un besoin de vengeance envers elle. C'est ça qui vous aiderait. Et que serait quelle sorte de vengeance? Je ne sais pas ce que je pourrais lui faire. Je ne sais pas de quoi je suis capable. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je la trouve. Et vous pensez, et Zora, vous pensez que, alors on essaye de continuer ensemble, et vous pensez que dans l'option où vous la trouveriez, et je ne sais pas, vous lui cassez la gueule, enfin j'en sais rien, vous pensez que vous seriez soulagée? Moi, je pense que oui, j'ai besoin de me défouler. D'accord. Est-ce que c'est la meilleure façon de vous défouler? Mais je sais très bien que ça peut me porter préjudice. Ça, je le connais, je sais. Surtout qu'on travaille dans la même entreprise. D'accord. Est-ce que vous pourriez... Ça peut aller loin, mais j'analyse tout ça. Oui. Mais c'est un besoin en moi qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin de... D'accord. J'ai besoin de faire quelque chose. Oui, j'entends. Est-ce que vous pourriez trouver quelque chose qui serait, on va dire, équivalent, mais qui pourrait libérer cette colère qui vous rend impuissante et cette énergie qui vous enferme? Quoi, par exemple? Je sais pas. Oui. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. C'est pour ça que je vous ai appelé, pour que vous m'éclairiez, parce que je ne sais pas quoi faire. Je voudrais éviter les problèmes avec elle, parce que bon. Et les problèmes avec lui. Là, vous êtes en train, que ce soit avec lui ou avec elle, d'être dans une logique de guerre. Vous êtes dans une logique de guerre, hein? Et la logique de guerre, il y a des morts, hein? Ça fait mal, hein? Oui, je sais. Hein? Vous n'êtes pas dans une logique de paix. Qu'est-ce qui vous permettrait, et moi je cherche plutôt votre besoin, qui vous permettrait de passer de la logique de paix à la logique de guerre? La logique de guerre, pardon, l'inverse. Oui, j'ai compris. Ce que dit Brigitte, ce n'est pas qu'ils se sont ligués contre vous pour vous trahir. Votre mari a juste été un peu dépassé par ses pulsions, dit Brigitte. Ça peut arriver, il n'est pas le premier. Profitez de votre mari aimant. Quel dommage de gâcher ça. Oui, mais je comprends très bien. On va accueillir tout de suite Anne à l'antenne, qui a connu manifestement la même chose que vous, je crois, et qui avait envie de vous apporter son éclairage. Vous êtes là, Anne? Oui, bonsoir, Anne. Oui. Bonsoir. Alors, vous avez aussi vécu cette situation, Anne, oui? Oui, mais j'appelais surtout... Oui, absolument. Oui. Mais j'appelais surtout pour dire à Brigitte, c'est ça, que moi j'ai 70 ans. Non, Azora, c'est Azora, hein? Oui. Peu importe. Oui. Non, pas peu importe, non, c'est Zora. Brigitte parle d'avoir de la haine, de la vengeance, Zora, oui. etc. Mais il faut qu'elle sache que elle son mari ne lui appartient pas déjà. Hein. Donc, en plus, c'est une aventure. Elle aurait pu ne pas être au courant. Il faut qu'elle arrête de se. Oui, mais ça, elle l'entend pas parce que pour l'instant, elle est en train de vivre cette émotion-là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est que vous nous disiez par quoi vous êtes passé et comment vous êtes sorti. J'imagine que vous avez aussi vécu un épisode de colère. Voilà. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Je suis sortie c'est ça qui m'intéresse. Violemment, avec une grosse émotion. Une grosse colère. Voilà, comme ça. Je connaissais la jeune femme, donc on a parlé pas longtemps. Oui. Et puis voilà quoi. Après, je suis quelqu'un de très très indépendant, donc j'ai vécu ma vie et voilà, j'ai laissé faire, j'ai arrêté de ressasser.
Après, mon mari et moi, nous sommes séparés, mais pas du tout pour cette raison-là. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été dans une émotion forte, mais ça n'a pas duré 6 mois. Ça a duré 1 mois. Mais là, j'ai lu, j'ai écrit beaucoup. Beaucoup écrit, pour moi. Oui, d'accord. Voilà. Écrit votre colère, libéré, pour lâcher votre colère. Oui, très bien. Voilà. Bon. D'accord. J'ai exprimé mon émotion. Zora, qu'est-ce que vous pensez du témoignage d'Anne? J'ai bien entendu ce qu'elle a dit, mais écrire, j'écris, je lis beaucoup, parce que je travaille dans une bibliothèque, je lis beaucoup. Mais écrire pour faire ressortir la haine, je sais pas, est-ce que oui, alors si, moi je vais vous dire, parce qu'en fait, dans toute la thérapeutique du trauma, quel qu'il soit, et vous êtes dans le trauma, parce que on voit bien que vous êtes coincé dans l'événement. Sortir du trauma, c'est tenir le journal du trauma. C'est-à-dire que moi, ce que je vous demande, là, Zora, c'est d'écrire, de prendre, de vous acheter un joli cahier et un joli stylo, comme vous aimez, et de raconter sur le cahier, comme vous l'avez raconté ce soir ou à médecine de travail, les événements dans l'ordre où ils sont arrivés, les émotions associées à l'événement. Vous n'avez pas besoin de vous relire, et que ce soit une discipline, vous devez écrire à peu près, remplir bien 1 page par jour, et tous les jours vous tenez comme un journal avec lequel vous avez rendez-vous, et ça va agir comme un soin. Et c'est vraiment une indication, ça s'appelle le journal du trauma, en indication thérapeutique. Et là, ça va vous aider à trouver un canal à toutes ces émotions qui sont coincées. Et surtout, ne vous jugez pas, vous n'êtes pas en train d'écrire ni une œuvre ni un roman, c'est un travail thérapeutique. Donc je vous demande pas de faire une œuvre littéraire. Et ça n'a pas vocation forcément à être lu. Ce qui est important, c'est la discipline que vous allez vous imposer, et de raconter ce qui vous anime, ce que vous vivez depuis l'événement, en reprenant à date, c'est-à-dire il y a 6 mois, et ce qui s'est passé depuis 6 mois, comme un journal, pour retourner à aujourd'hui. Et ça, c'est pour libérer petit à petit tout ce qui s'est coincé sur les 6 derniers mois. D'accord, c'est peut-être une solution. C'est faisable. C'est faisable. Je vais peut-être bien le faire. Oui. Peut-être si ça peut m'aider. Moi, c'est ce que je voudrais vous le dire. J'aimerais avancer. Mais c'est plus fort que moi. J'entends bien, Zora, et ça doit être respecté. Ça n'a pas été jugé, parce qu'on sent que vous souffrez terriblement. Mais moi, bien sûr, et je veux vraiment attirer votre attention à ne pas abîmer votre couple. Peut-être aller faire quelques séances de thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez, d'en parler à quelqu'un? Ça vous aiderait? Ouais. Parce que c'est pas, voyez, moi c'est pas là je vous donne une indication thérapeutique sur le trauma, mais c'est vrai que c'est pas en une fois, en quelques minutes à la radio qu'on va dénouer tout le saut. Peut-être d'aller poser ça, quelques séances, et vous pourrez peut-être mieux entendre aussi la parole du thérapeute, qui vraisemblablement vous orientera aussi vers là où j'essaye de vous guider, mais vous n'êtes pas encore prête pour le trajet du pardon. Pendant ce temps-là, le temps tourne, donc il y a un peu urgence, parce que comme dit un auditeur, la vie est courte. Alors le pardon, c'est important quand on sait que la vie est courte, et de prendre soin de ce qui existe aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Mais il faut qu'elle travaille, oui, pardonnez-moi. Bien sûr, je vous en prie. Vous avez raison, il faut qu'elle parle avec quelqu'un, même si je ne fais pas longtemps, mais qu'elle travaille sur ces 2 mots qui sont épouvantables, la haine et la vengeance, quoi. Pour une forme j'ai la haine et la vengeance, non, mais j'ai la haine, c'est ça qui m'a bloqué. Je suis bloquée à la haine et j'arrive pas à avancer, mais je sais dans quel stade je suis, mais donc, j'arrive pas à franchir. C'est très bien, ces 2 mots. Je n'arrive pas à franchir le pas. Après, ça va arriver.
Ouais. Merci Anne de nous avoir appelés. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci à vous. Zora, ce qui va poser une action, ça va être l'écriture. Il y a des auditeurs qui disent aussi à moitié en plaisantant, parce que c'est vrai que sur un stage de développement personnel, on voit ce genre de pratique. Comme dit Marie, vous achetez un punching ball, vous mettez une effigie de la rivale et vous tapez dessus. Et c'est vrai. Ça peut être une bonne idée. Ça existe dans des stages de développement personnel, ou de prendre la photo, de lui cracher dessus, de l'écrabouiller, de la brûler. Enfin, vous voyez, de poser un acte, parce que c'est de l'ordre du symbole, et l'inconscient comprend très bien les symboles. Et également ce que dit Anne, et je la rejoins. Alors après, c'est si ça vous parle, bien entendu. Anne dit, je lui conseille, après avoir écrit, de brûler cet écrit, puis d'enterrer les cendres pour les retourner à la terre. Courage. Alors, Diane, moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, il y a d'un côté le journal du trauma, qui n'est pas un document qui a vocation forcément, alors vous pouvez le jeter après, le brûler si ça vous a fait du bien, mais quelque chose qui, alors dans le même ordre que dit Anne, et qui est un acte symbolique, c'est d'écrire une lettre de haine, c'est-à-dire tout ce que vous voudriez lui dire, alors tous les noms d'oiseaux, salope, enfin tout ce que vous voulez. Je le dis à tous les bouts tout bout de champ. Génial. Ok. Très bien. Zora, écrivez-lui une lettre que vous ne posterez pas, vous lui écrivez une lettre, d'accord ? Oui. Vous lâchez tout dans la lettre, d'accord ? Oui. Ensuite, vous la brûlez et vous la jetez dans les toilettes. Oui, dans les WC. C'est là que ça va aller, d'accord ? C'est à jeter à la poubelle, et là où on met, voilà, vous savez quoi ? D'accord. Parce que toutes ces actions-là sont des actions, vous savez, c'est des actions très traditionnelles. Ça remonte à des tribus très anciennes, ce qu'on vous dit là, et voilà, c'est des actes, on va dire entre guillemets chamaniques, mais c'est des actes de tradition symbolique, parce que on fonctionne aussi par image, et votre trauma a fonctionné par image, comme vous dites, je les imagine. Donc c'est dans cette voie-là qu'il va vous falloir travailler. Mais comme dit l'homme au camélia, voilà, faut jamais se venger ni par les mots ni par les actes. Alors se venger en pardonnant, oui, mais avant, voilà, il faut passer par une autre étape. En tout cas pour vous, Zora, il y a d'autres étapes à passer qui vous amèneront naturellement après vers le pardon. En vous entendant, j'en doute pas. J'en doute pas, parce que je vous sens tellement malheureuse d'être coincée que vous avez besoin de lâcher. Mais oui, bien sûr. Je suis coincée, je suis arrêtée à la haine, et j'arrive pas à aller. Oui, donc il faut l'accueillir et la reconnaître et en faire quelque chose, et pas dire c'est pas beau, parce que c'est comme ça. Il y a un auditeur qui dit parfois la colère c'est comme la vapeur dans une cocotte minute, c'est bien vu. Pour lâcher la pression, il faut parfois laisser la violence s'exprimer, non contre une personne, mais contre un objet de transfert, un sac de boxe, une pile d'assiettes à casser. Effectivement. Écoutez, je vous ai entendu. J'ai entendu. Ouais. Vous allez aller vers ça, Zora. Je le souhaite pour vous, et de pouvoir comme ça de nouveau ouvrir les bras à ce mari qui est là pour vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Sophie. Et qui tient bon là, lui. Je vais essayer de faire ce que vous. Et je pense que la punition de vos 6 mois de faire la gueule, il a eu sa punition. Il a peur là. Oui, il a 6 mois, on se connaît pas. Il me connaît pas, je le connais pas. Vraiment. Ouais. Puis même pour mes enfants, mes petits enfants. Oui, c'est trop bête. Vous avez une vie de grands-parents à vivre. Quel dommage. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu. Moi, sur le coup, je voulais divorcer. Dès que j'ai déjà entendu ça, ça vaut pas divorcer. Le coup. Quand il m'a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est toi qui t'en vas ou c'est moi qui m'en vais. Moi, il m'a dit, c'est une erreur. Je reste chez moi. Voilà. Vous savez ce qui est touchant, Zora, dans votre témoignage, et que j'entends là, c'est que vous l'aimez, vous tenez à lui au bout de 40 ans, mais c'est magnifique. Sais que je l'aime, c'est pour ça que je suis pas partie. Alors raison de plus pour. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais il vous a pas fait ça, vous. Il a fait ça pour un truc bêta pour lui, voilà. Je comprends bien, mais donc c'est pas facile à accepter. Non, je suis d'accord, mais vous allez grandir de ça, et je le souhaite pour votre couple. Il y a Frédéric de Dordogne qui envoie une citation de Bernard Moitiessé qui disait: on ne se trompe jamais quand on pardonne. C'est vrai? Oui, on m'a dit souvent que le pardon, c'était la meilleure des choses. Oui, mais avant, vous avez besoin de passer par des exutoires symboliques. Voilà. Donc, il faut un chemin qui m'emmène au pardon.
Ouais. Et ce chemin-là, pour l'instant, il est plein de ronces. Et je n'arrive pas à trouver le... Mais ça y est, vous avez l'épée, hein? Vous allez couper les ronces. J'ai l'épée, je pourrais couper les ronces, peut-être, et arriver, oui. Et vous avez en plus l'amour qui vous porte dans votre couple. Il y a un auditeur qui envoie un message, les choux, Zora. Oui, vous êtes très touchante, Zora, vraiment. Et je vous remercie parce que je suis persuadée que votre témoignage a fait du bien à beaucoup d'auditeurs ce soir, parce que vous vous exprimez avec beaucoup d'authenticité votre colère et votre haine. Oui, ça s'entend. Et ne restez donc pas... comme ça, coincé, ce serait vraiment dommage. Écoutez, c'est très gentil à vous. Et merci aux auditeurs. Merci, je vous embrasse. Et puis j'espère que ça va pouvoir tenez-nous. Et si vous, et si vous vous sentez, encore vraiment mal, 2-3 séances avec un thérapeute, ça va aller déjà beaucoup mieux. Vous n'avez pas besoin d'y passer 10 ans. Peut-être me faire du bien, je crois aussi. Bon courage, Zora. Je vous embrasse. Merci de m'avoir appelé. Je vous remercie beaucoup, Sophie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Christine, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Oui, bien. Je vous écoute plutôt que ne parle. Moi, Zora, son propos m'a... Vous a touché? Oui, merci. Oui. Je compte sur vous pour... j'étais vraiment pas préparée à passer. D'accord. Et donc, c'est un appel d'impulsion parce que les propos donc de Zora vous ont touché. Vous aviez envie de réagir, c'est ça? Oui. Du haut de rien du tout. Non, juste une émotion. Ça vous a touché, donc ça a provoqué une émotion chez vous? Oui. Et par rapport à l'impression de trahison, c'est pas une impression. Oui. Si, peut-être. On est trahi quand on l'est. Oui. Et est-ce que... Oui. Je n'étais pas préparée pour ça. Oui. Bon. Vous avez vécu ce genre de choses, alors pas précisément ce fait-là, mais ça vous est arrivé dans votre vie de vous sentir trahi, Christine, c'est ça qui vous a touché? Oui, de l'avoir été, effectivement. De l'avoir été, oui. Par un homme que vous aimiez? Oui. Oui. Bon. Et le propos, selon quoi je voulais apporter... Oui, votre témoignage? Oui, merci. C'était pas... Oui. C'est de votre faute. Oui, c'est de ma faute parce que... Oui. Non, il n'y a pas de souci. On trouvait intéressant justement que Corentin a trouvé en vous écoutant que c'est intéressant justement une femme comme vous et de façon différente soyez touchée par un témoignage comme celui de Zora, parce qu'effectivement ça parle à beaucoup d'entre nous, ce sentiment d'être blessé, d'être trahi. Voilà, et je trouvais que Zora effectivement se fait énormément de mal, mais vous avez expliqué beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Vous avez, je vous trouve remarquable, madame. Merci, entre parenthèses fermées pour pas vous faire rosir trop vite. Oui. Non, mais remarquable. Ça se voit pas parce que le studio est tout bleu, donc je suis un peu cachée. Donc ça se voit pas. Bon, j'aimerais faire synthèse alors que j'en suis loin. Oui, moi je m'en suis cru sorti. Enfin, je m'en suis sortie en la personne, la madame avec qui... Zora, oui. Non, je parle de mon nombril et de mon histoire. La dame la mademoiselle qui a fait que... Ben voilà, déjà c'est différent. Oui, je m'exprime mal, merde. Non, il n'y a pas de souci. C'est qu'en fait, donc, vous avez été trompée par votre compagnon ou mari. Oui, voilà. Avec donc une jeune femme, c'est ce que je comprends. Oui, voilà. Et donc cette jeune femme, vous la connaissiez aussi? Oui. C'était une amie. Ah oui, donc ça ressemblait. Oui, ça ressemblait. Mais alors, un peu de synthèse de Marie. Non, il n'y a pas de souci, vous êtes un peu émue, mais je comprends, Christine, que ça réveille tout ça. Oui. Eh bien, parce que je trouve que Zora se fait bien du mal et que
Oui. Avec comment je m'en suis sortie, c'était pas, c'est ma trame, je suis comme ça. Je n'aime pas la violence. J'essaie de comprendre et quand. Vous avez essayé de comprendre, oui. En fait, ce qu'il avait pu se passer dans votre couple pour que ça arrive, c'est ça? Vous avez essayé de comprendre. Et alors, est-ce que votre mari a eu un peu la même réaction que celui de Zora, c'est-à-dire un peu se sentir coupable, penaud, essayer de se faire pardonner, toujours amoureux de vous? C'était un peu ça aussi pour vous? Oui, ça a été assez. Un peu différent dans le sens où effectivement c'était pas mon mari et que j'ai un peu vu venir la chose et ce que je voulais dire c'est que pour Zora il faudrait enfin j'ai aucune leçon à donner mais qu'elle mette cette dame-là, son ennemi juré, cette salope. Voilà, oui, voilà. Effectivement, vous aviez raison. C'est une façon de la couper en quatre, de faire des poupées avec tout ce qu'elle veut. Mais il y a aussi, elle peut, dès lors qu'elle le veut, elle peut que cette femme n'existe plus. Mais c'est effectivement. Je vois ce que vous voulez dire. Ça peut être très vite mis de côté. C'est quelque chose qui est venu. En plus, c'est une dame, je sais pas, c'est son histoire. Elle a voulu, comme vous le disiez, elle a voulu revendiquer, je ne sais quoi. Ah, j'ai l'impression, oui. Même inconsciemment, lui dire, tu sais, tiens, à propos, ton mari que t'as toujours, il y a 6 ans, moi. Voilà, c'est ça. Oui, il y a une espèce de truc un peu provoquant. Oui. Pas là. Voilà, on est d'accord. Oui. Et Zora, il faudrait qu'elle voie cette femme comme si elle n'existait pas, en fait. Elle n'existe plus. Oui, un énorme mépris, vous savez, le mépris total. Et quand et quelquefois... Cette femme est faible, faible. Non, blessée, je sais pas, elle a essayé. Toujours est-il que pour Zora, c'est un truc, elle pourrait... C'est un truc extérieur à la bulle de son couple qui était. Oui. Lui qui l'aimait et son histoire à elle, il faut qu'elle repense comment elle l'a aimé, comment elle l'aime. C'est vrai. Ouais. C'est très beau ce que vous dites. C'est vrai, c'est moi qui. Non, mais c'est très beau ce que vous dites. Vous avez raison. C'est-à-dire un peu quand je lui disais, le verre à moitié plein, c'est-à-dire tous les bons ingrédients, les belles ressources du couple, et puis cet homme qui depuis 6 mois tente de se faire pardonner et qui manifestement n'y arrive pas. Et qui est toujours là et à qui alors elle est prise bien sûr dans son émotion mais j'aime bien effectivement Christine votre idée de dire à un moment donné tirer un trait mais pour ça encore faut-il tirer un trait sur elle, sur la personne du mépris vous voulez dire mais comment enfin il y a cette haine pour l'instant qui l'envahit vous comment vous avez fait avec ça? Eh bien cette personne, je sais pas comment, vous savez un truc, c'est tout bête, vous savez comment une huître fait une perle? Ah oui, elle tourne, oui, mais allez-y, dites-le nous, oui, c'est une belle image, oui. Mais non, c'est pas une, c'est une image. Si, c'est une belle image. C'est la réalité, c'est scientifique. Vous avez raison. Elle fait, non, attendez, je vais arrêter de me dire que j'ai raison, alors, je vous explique un truc qui est, c'est scientifique. Une huître fait une perle parce que, au départ, elle a un gravillon ou un petit crabe ou une embrouille qui rentre dans sa coquille, qui rentre dans son habitat, dans sa coquille, Et une huître, elle peut pas faire, elle peut pas cracher, elle peut pas éjecter le grain de sable. Donc, il ne lui reste qu'une chose, c'est de l'enrober de nacre pour que ça lui fasse le moins de mal possible. C'est les plus belles perles au monde. C'est magnifique. Bien sûr, je comprends. Et c'est une métaphore que vous nous faites, Christine, à l'antenne. C'est une métaphore qui est magnifique, je trouve, dans la souffrance humaine. Parce que vous avez raison, et ça illustre très très bien l'idée du pardon, c'est-à-dire la blessure qu'on a, et comment... En fait, avec ce petit grain de sable ou ce gravillon et quelquefois ce gros caillou là, dans le cas de Zora, on arrive à l'enrober, l'envelopper finalement de ce qu'on a de plus beau, parce que la nacre c'est ce que l'huître a de plus beau, et d'en faire un objet encore plus beau. Oui. Et ce qui m'a fait
réactionner. Réagir. Oui, que Zora, elle se fait du mal en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, on dirait que j'ai la surseum, je me sens toute intimidée. Mais je voudrais aider Zora à passer une étape. Elle aura toujours... il faudrait qu'elle se suggère de dégager, j'en fais même le geste, de mettre cette personne, la demoiselle en question, la madame, voilà, qu'elle n'existe plus. Comme on met un bras pour dégager quelque chose derrière soi, qu'elle la mette hors du sujet, cette femme n'existe plus pour elle. Elle la traite effectivement de tous les noms. Si elle a besoin de passer par une petite poupée avec plein d'aiguilles, qu'elle le fasse, je pense. Mais la colère de Zora, si elle passait une étape ou deux, elle en ferait une perle. Elle en ferait une perle comme l'huître. N'existe plus. Elle lui a fait du mal, effectivement. Matériellement, elle la recroisera peut-être, mais elle n'a plus de nom, elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Et Zora, elle va se recentrer un peu sur elle et re-rencontrer son mari, effectivement, ou la petite. Ils ont une histoire, elle a commencé un jour avec des sentiments ils ont des petits-enfants ensemble aujourd'hui. En plus, voilà. Ils se sont rencontrés un jour. Lui, il doit être, effectivement, je ne sais pas comment il fait, mais il doit être malheureux autant qu'elle. Il doit être malheureux, je présume. Et ils ont... Mais je ne cause plus. Oui, mais merci Christine de nous appeler et de réagir comme ça à chaud. Je trouve également là vraiment de ces séquences émotions dans la libre antenne, c'est très touchant. Et en fait, votre message est magnifique parce que vous êtes en train de dire à Zora qu'elle fasse de sa blessure une perle à la façon des huîtres. Surtout qu'elle se débarrasse très vite. Très vite. Ce qui m'a fait réagir, c'est qu'elle prenait... Elle est prise dans le ton de la réaction de la haine. Bien sûr, mais on arrive à la fin de l'émission, Christine. Donc malheureusement, voilà, je suis obligée de vous quitter, mais je vous remercie pour les auditeurs et pour Zora. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, je me dépêche. Je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas et d'Émilie Mazoyer avec Europe 1 Music Club. Nous, on se retrouve bien évidemment demain, 23h.